La Côte d'Ivoire est rentrée au Conseil de sécurité après avoir été brillamment élue en juin 2017 à 98% et plus. Elle a commencé à siéger le 2 janvier. Et c'est la première fois que je viens au Conseil de sécurité à l'invitation du président du Conseil de sécurité pour le mois de février, qui est le Koweït, le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre du Koweït, et également à l'invitation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Belgique. Au niveau de la Belgique, nous avons coprésidé une session dont le thème c'est la réforme du secteur de sécurité en Afrique de l'Ouest, leçon tirée de cette réforme. Et au niveau du Conseil de sécurité, c'est le maintien de la paix énoncé dans la charte, tel qu'énoncé dans la charte des Nations Unies. Alors, sur le premier point, j'ai, avec le ministre belge des Affaires étrangères, cru bon de parler de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de réforme du secteur de sécurité, expliquer pourquoi la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, a été un succès, et dire ce qui a fait également que le DDR et la RSS sont un succès. Le DDR a duré 2 ans, ce qui est relativement rare en matière de DDR. La RSS est en cours et se déroule très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 faits qui ont présidé au succès de ces 2 processus. C'est l'implication du président de la République lui-même dans le processus, et c'est le fait que la Côte d'Ivoire est financée à plus de 72% la RSS et le DDR. Donc ce sont 2 points importants que j'ai indiqués. Au niveau du Conseil de sécurité, la question fondamentale était: est-ce que la charte telle qu'elle est énoncée est toujours d'actualité? Et la leçon que nous avons tirée, c'est que cette charte reste d'actualité. C'est au niveau de la mise en œuvre et de la capacité du secteur de sécurité à faire face aux défis qui se présentent au monde aujourd'hui et à les résoudre qui est en cause. Nous avons insisté dans notre intervention devant le Conseil sur le fait que la prévention devrait prendre le pas sur les opérations de maintien de la paix ou sur les opérations d'imposition de la paix. Pourquoi? Parce que d'abord, ça coûte moins cher et qu'il vaut mieux prévenir les conflits, faire des économies en vies humaines plutôt que de les guérir. Évidemment, le problème de la prévention pose tout de suite le problème de l'ingérence dans les pays en crise. Un certain nombre de pays vous diront, lorsque vous voulez prévenir une crise, attention, là vous vous ingérez dans nos affaires intérieures. Donc, chaque pays s'est exprimé sur cette question, ce sont des questions importantes. Et le message de la Côte d'Ivoire a été bien reçu. Nous avons insisté sur la prévention, mais nous avons insisté également sur le dialogue. C'est notre philosophie. Le dialogue, c'est l'arme des forts, comme l'a dit le président Houphouët-Boigny. Le président Ouattara Alassane, qui est vraiment un précurseur en la matière aujourd'hui, a pris la suite du président Houphouët-Boigny, et dans toutes les tribunes, que ce soit aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO, il s'est fait le chantre du dialogue. Il a expliqué que le dialogue fait l'économie d'une guerre, ou bien de toutes les façons, après le conflit, c'est le dialogue qui permet de régler le conflit. Donc nous avons insisté sur le dialogue, et je pense que nous avons été bien entendus. J'ai d'ailleurs été, à ma demande, reçu par l'ensemble des pays du P5, que ce soit les États-Unis, la Russie, la France, etc. Et c'est le même message que je leur ai passé. Je leur ai dit concernant les grands conflits hors continent africain, la Corée du Sud notamment, que la Côte d'Ivoire peut comprendre qu'il faille de temps en temps montrer la force pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est ce que nous avons dit notamment aux Américains. Mais que fondamentalement, il n'y avait pas d'autre voie que le dialogue pour régler le problème avec la Corée du Nord. Le fait que la Corée du Nord ait envoyé une délégation
aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud est un bon signal. La Côte d'Ivoire est pour les sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord. Mais seul le dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, entre la Corée du Nord et le Japon, la Chine, la Russie et l'ensemble du monde permettra de résoudre le problème qui se profile à l'horizon. Ce ne sera pas facile parce que pour le moment, chacun est campé sur des positions antagonistes, mais avec le temps, je pense que chacun entendra raison. Un conflit armé n'est même pas envisageable. Ce serait le chaos non seulement dans la région, mais la déflagration toucherait le monde entier. Concernant le Moyen-Orient, malheureusement, le conflit entre Israël et la Palestine perdure et est inscrit à l'agenda des Nations Unies du Conseil de sécurité depuis des décennies. Ça montre bien, malheureusement, les limites du Conseil de sécurité à pouvoir résoudre un certain nombre de crises qui sont inscrites, comme je l'ai déjà dit, depuis des décennies et pour lesquelles nous n'arrivons pas à trouver de solutions satisfaisantes. La position de la Côte d'Ivoire, je l'ai réexprimée, c'est celle de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ça a toujours été notre position. Je leur ai dit que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à abriter une ambassade de Palestine à Abidjan et une ambassade d'Israël à Abidjan. Que les deux ambassadeurs vivaient en bonne intelligence en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas vivre ces deux pays-là en bonne intelligence dans leurs pays respectifs. Et encore une fois, j'ai réaffirmé au nom de la Côte d'Ivoire la nécessité de persévérer et de trouver une solution négociée aux différends. Concernant la Syrie, les informations que nous avons laissent à croire que des armes chimiques sont utilisées contre des populations civiles. Évidemment, c'est inadmissible. C'est un problème humanitaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, une résolution est en discussion au Conseil de sécurité pour imposer un cessez-le-feu immédiat de 30 jours pour permettre que des corridors humanitaires soient ouverts et que les humanitaires puissent faire leur travail. Dans l'intervalle, évidemment, les 30 jours seront mis à profit pour entamer des négociations avec le gouvernement en place et les autres protagonistes pour essayer de trouver enfin une issue qui puisse soulager les populations civiles qui sont les principales victimes de ce conflit. Le continent africain est notre priorité. Les grands enjeux du continent, c'est évidemment le Mali, qui impacte la sécurité de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire a été touchée par un attentat terroriste il y a 2 ans. Les terroristes venaient du Nord Mali. Ça se déplace maintenant du nord vers le centre, avec des attentats dans le sud, à Bamako, avec des attentats au Burkina Faso, de manière récurrente. Le problème du Mali, du point de vue de la Côte d'Ivoire, sera réglé dans un premier temps en exigeant l'application des accords d'Alger. Deuxièmement, en réglant le problème de la Libye, qui est le principal pourvoyeur des terroristes qui sévissent dans le nord du Mali et dans la sous-région. Nous avons insisté également, comme le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara l'a fait, en marge du déjeuner que le président Trump a offert à un certain nombre de pays africains, sur la nécessité d'aider la force G5 Sahel. Parce que bien aidés, bien formés, ces soldats peuvent être une riposte et une réponse immédiate aux dangers qui guettent tous nos pays de la sous-région. Concernant le Togo, nos interlocuteurs ont été intéressés de savoir comment se passaient les discussions qui viennent d'être entamées cette semaine. Nous leur avons indiqué que
les discussions avaient bien démarré, que chaque parti était dans une bonne disposition d'esprit et qu'il était important qu'on arrive au Togo à un accord sur les réformes nécessaires à l'apaisement de la situation. Concernant le Congo démocratique, nous avons salué les efforts des États-Unis, notamment de la représentante permanente Nikki Haley que j'ai rencontrée, pour faire en sorte que les accords de la Saint-Sylvestre soient respectés et que des élections puissent se tenir cette année, à la fin de l'année comme prévu dans ce pays. Le Congo est un pays important, c'est un grand pays, et une crise au Congo mettait en péril pas seulement la région, mais tout le continent africain. Il y a déjà la Centrafrique qui est en crise, enfin qui est un pays post-crise. D'ailleurs, nous présidons le comité des sanctions sur la Centrafrique. Nous avons abordé également cette question et le gouvernement centrafricain fait beaucoup d'efforts pour essayer d'aller vers une situation stable et sécurisée dans ce pays. Donc sur le continent africain, nous avons indiqué clairement que c'était notre priorité. Nous sommes les représentants de l'Afrique de l'Ouest, mais du continent. Il y a la question de la Guinée-Bissau. Alors la Guinée-Bissau est sous sanction de la CEDEAO. Notamment, la CEDEAO, dans une résolution récente, a ciblé un certain nombre de personnalités qui entravent le processus de paix dans ce pays et de stabilisation. J'ai indiqué à mes interlocuteurs tout notre intérêt et la nécessité que la résolution qui a été introduite à l'initiative de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité contienne les sanctions qui ont été prises à l'encontre de ces personnalités. Vous savez, la Guinée-Bissau est la porte d'entrée du trafic de drogue en Afrique. Ça arrange un certain nombre de personnes que la situation reste telle qu'elle est. Mais il faut absolument que des élections se tiennent cette année en Guinée-Bissau. Il y a des élections législatives en mai, je crois, puis des élections présidentielles pour qu'un gouvernement légitimement élu, mais c'est le terme normal du mandat du président Vaz, puisse prendre les décisions qui s'imposent, notamment la révision constitutionnelle qui va clarifier un certain nombre de points qui sont les prémices de la crise qui sévit actuellement dans ce pays. Je me réjouis donc de cette mission. J'ai rencontré également le président du Conseil de sécurité, bien sûr ça c'est le Koweït qui est membre non permanent comme nous, mais également le président de l'Assemblée générale à sa demande, qui devait effectuer une visite en Côte d'Ivoire, mais qui a, dans le calendrier, n'a pas permis cette visite. Son calendrier a contrarié cette visite, mais il souhaite la faire à un moment donné. Nous avons échangé sur les points inscrits à l'agenda du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale, notamment le problème de la réforme du Conseil de sécurité. J'ai indiqué au président de l'Assemblée générale que pour nous c'est un point important, que le Conseil de sécurité dans sa structuration actuelle ne reflète plus la réalité de ce monde et qu'il serait juste que l'Afrique notamment puisse accéder à des postes permanents au Conseil de sécurité. Et le problème des postes permanents pose le problème du droit de veto. Et nous souhaitons que cette initiative prise par le secrétaire général Kofi Annan puisse regagner de la vigueur et que les discussions fassent progresser un peu cette question. Voilà pour ce séjour qui était bien rempli. Je voudrais enfin, pour conclure, dire quelle est l'importance pour la Côte d'Ivoire d'être membre non permanent du Conseil de sécurité après 27 ans. Le dernier mandat de la Côte d'Ivoire était 1990-1991. 193 pays constituent l'Organisation des Nations Unies. 15 pays sur les 193 sont membres du Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui décide de l'avenir du monde. Il y a 5 membres permanents au Conseil de sécurité,
la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie. Il y a 10 membres non permanents, dont pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Donc, 15 pays décident de l'avenir du monde, dont la Côte d'Ivoire pour 2 ans. 5 permanents, 10 non permanents. Donc, c'est important. Il faut que chacun le sache. Merci.